Ça roule. Je lance pour la première question. On va pouvoir prendre ta question, Mathieu, que tu nous as envoyée. Quelles données objectives autres que RPE utilisez-vous pour évaluer si ce que vous avez prescrit a fonctionné? Donc, il précise un petit peu dans sa question, là, est-ce qu'on fait des tests? Comment on évalue si on a programmé un entraînement et qu'on a obtenu l'adaptation qu'on imagine? Parce que- Alors moi, je peux commencer à essayer de répondre à cette question. Moi, je vais utiliser des choses assez basiques. Donc oui, le RPE évidemment, le PPR, mais ce que je vais souvent faire, c'est comparer une séance par rapport à cette même séance en amont dans l'entraînement. Par exemple, je vais commencer un cycle de PMA. Alors on prend toujours cet exemple parce voilà, il simplifie beaucoup de choses, mais je sais pas, 3 fois 10 fois 30 en entrée de cycle et en sortie de cycle la même séance ou pendant le cycle la même séance. Et comme ça, je vais très très vite voir si le coureur réagit positivement à l'entraînement ou si au contraire il est fatigué et qu'il ne réagit pas bien à l'entraînement. Donc ça c'est hyper basique, mais bon ça marche assez bien voilà pour se rendre compte de où se situe le coureur. Donc répéter des séances à peu près similaires dans l'entraînement. Mm. Ouais, moi, je vous rejoins un petit peu tous les deux. Et je regarde aussi voilà, la tendance de la fréquence cardiaque sur l'exo. Sur du long, je peux regarder s'il y a de la dérive. On peut regarder le ratio puissance-fréquence cardiaque, le découplage aérobie, etc. Voilà, tous ces petits indicateurs qui permettent de voir si ça répond bien ou si, au contraire, l'AFC peut avoir dérivé complètement et sortir de la zone prescrite. Mm. Moi, j'ai une approche un peu différente. Au final, je vais utiliser du coup du testing plutôt physio pour avoir des indicateurs objectifs avec la mesure des seuils, la mesure en fonction de l'objectif de ce que j'ai voulu développer sur le cycle. Est-ce que ça va être plutôt le deuxième seuil, plutôt le premier seuil, plutôt l'économie, plutôt l'utilisation des graisses aussi, par exemple, la position de fat max. Donc vraiment, moi, je vais avoir vraiment une approche basée sur le testing. Par exemple, avec le lactate notamment, notamment la formation lactate testing que j'ai sortie au mois de mai. Même non, c'était au mois d'avril. D'ailleurs, ça va vite. Il y a plus d'un mois du coup, voilà, pour mettre en place ces tests physiologiques, donc avec le lactate. Voilà, c'est quelque chose que je fais, des tests MLSS notamment en routine, ça se fait très bien dans un cycle d'entraînement, on peut le répéter facilement, des tests complets, on fait tous les paliers. Je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais juste voilà, des petits tests en routine pour voir si ce qu'on fait progresse et si on est sur la bonne direction. Ça roule, on continue avec une autre question de Thomas. Comment gérer la nutrition sur la période compétitive? Alors là, je pense que c'est Mathieu, je pense que c'est toi peut-être le plus spécialiste, peut-être Maxime aussi. En tout cas, moi voilà, j'ai des choses très basiques en tête, mais vas-y, je te donne la main, Mathieu. Ouais, bah moi je dirais que l'erreur principale, ça serait d'essayer de garder un poids trop faible trop longtemps. C'est que maintenant c'est de plus en plus documenté dans la littérature, ce qu'ils appellent low energy availability, trop peu d'énergie disponible. Donc l'énergie disponible, ça va être l'énergie qui est disponible pour le fonctionnement naturel du corps humain, donc les organes, toute l'énergie qu'on va dépenser naturellement. Et en fait, si on a trop peu d'énergie disponible, on va avoir derrière une réduction de tous les processus physio et de tout et de toute, voilà, toute la récupération, même des adaptations à l'entraînement. Et donc sur le long terme, pour la performance, ça va être voilà, après quelques semaines, si on est dans un état de trop peu d'énergie disponible pendant trop longtemps, je pense qu'on risque d'avoir des soucis d'adaptation et de perte de forme. Donc je pense que c'est l'erreur principale, ça serait ça, quoi, de se focaliser sur un poids trop faible pendant trop longtemps. Après, voilà, une fois qu'on a atteint notre objectif, de ne pas hésiter à reprendre 1 ou 2 kilos pour reprendre la suite de la saison, quoi. Ouais, et en plus, en France, en tout cas, on a tendance à avoir la culture d'être affûté du poids de forme. Et on se rend compte que d'être trop longtemps en poids de forme, on peut vite tomber malade. Le moindre petit virus derrière, on peut l'attraper. Et aussi, je remarque que beaucoup de coureurs ont tendance à se priver de manger ou pas manger en conséquence. Du coup, le lendemain, ils rechargent, les réserves glucidiques sont pas forcément très bien complétées et l'enchaînement des séances peut être compliqué. Mm. Pour dire quelque chose là-dessus, je rejoins complètement mes collègues, mais la plus grosse erreur, effectivement, ça vient du manque d'énergie. Et enfin, c'est moi une erreur que j'ai souvent vue dans l'entraînement.
où un objectif se passe mal, où une course se passe mal, et on essaye de comprendre pourquoi, et on creuse un peu, et en fait, le coureur essaye de s'affûter au-delà du raisonnable, mais voilà, on peut très vite tomber là-dedans. Donc moi, généralement, ce que je préconise, c'est quand même de pas trop toucher, enfin en tout cas de pas essayer de perdre du poids quand on est en perte d'affûtage. Et puis au contraire, je vais préférer enfin qu'un coureur soit peut-être 500 grammes au-dessus de son poids de forme, voire 1 kilo que en dessous de son poids de forme, même si voilà, on peut discuter de cette théorie du poids de forme aussi. Mm, mm. Ouais, et du coup, justement, l'affûtage, c'est vrai que ça peut être mal interprété en voulant souhaitant perdre du poids à tout prix dans l'affûtage, pourrait être plus affûté, comme on pourrait l'utiliser plus dans un langage plus courant, plus familier. Mais alors que clairement, l'affûtage, c'est plutôt l'idée de réduire le volume d'entraînement, de maintenir l'intensité pour réduire la fatigue et puis augmenter la performance. Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai tendance à utiliser les termes décharge, affûtage, parce que si tu utilises juste affûtage, ça peut permettre. On a direct le côté Guilain Lambert affûté, pas un pet de graisse, mais alors que c'est pas le but recherché. Ouais, ouais non, c'est ça, c'est ça. Et sur le poids de forme, du coup, Rémi, t'as commencé à l'aborder un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu gères un coureur qui cherche son poids de forme? Des questions que tu te poses avec lui, une discussion que t'as? C'est ben, de moins en moins, je me pose ces questions-là. En fait, généralement, je fais, enfin, pour moi, alors je dis pas que c'est la bonne méthode, hein, mais j'évite déjà tous les régimes spécifiques avec le coureur, enfin les régimes spécifiques. En tout cas, je fais très attention sur la problématique du poids, justement, de pas inciter le coureur à être forcément plus léger. Après, j'ai plutôt l'impression que ça va se faire naturellement au fil de la saison. Voilà, quand vient l'été, avec les charges d'entraînement aussi, évidemment, bah, le coureur va avoir tendance à perdre un peu de poids. Mais de la même manière, en hiver, je vais préconiser de ne pas prendre beaucoup de poids. Donc, en fait, moi, dans mon système d'entraînement, je vais préconiser au coureur d'avoir peu de variations au niveau de son poids et après chercher plutôt je sais pas si ça a du sens de dire ça, mais des variations naturelles, en tout cas sans essayer à tout prix de baisser à un moment donné le poids du coureur ou de l'augmenter à un autre moment. Je pense que c'est des choses qui se font et qui peuvent très bien se faire à très haut niveau. Mais quand on n'a pas tous les outils nécessaires et les personnes pour encadrer ce genre de choses, ça peut être plutôt dangereux. C'est mon avis. Ouais, moi, tout ce qui est question de poids, ouais, l'hiver, j'ai les mêmes conseils que toi. Et pour tout ce qui est à côté, on va dire poids en saison, je préfère qu'il se fasse accompagner d'un médecin du sport. Voilà, les pinces appliques cutanées, etc. Savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Un coureur qui est déjà à 4 ou 5% de matière grasse, il peut pas perdre grand-chose. Donc, du coup, vouloir perdre du poids, c'est un risque pour sa santé et un risque pour la performance aussi par la suite. Mm. Mm. Ouais, moi j'aime bien l'approche qu'on a aussi avec Sport Testing de mesurer avec vraiment la composition corporelle au-delà de la mesure des plis cutanés et d'avoir aussi la masse musculaire aussi. Je pense que c'est intéressant du coup de voir jusqu'à à quel moment on peut essayer de perdre du poids, mais on n'est plus en train de perdre de la masse grasse, mais on est en train de perdre de la masse musculaire. Et ouais, ça c'est assez intéressant si on a accès à ça. Maintenant, il y a quand même pas mal de balances impédance métrique qui sont assez fiables, balances professionnelles, mais il y en a de plus en plus. Donc, je pense s'il y a moyen que ça se démocratise un peu plus aussi et que ouais, il y a des données un peu plus fiables là-dessus, ça puisse nous aider derrière à préciser quel poids est le plus optimal. Après, pour terminer là-dessus, je voulais quand même voilà, dire que le poids est un indicateur vachement intéressant en termes de suivi de performance et que souvent, une prise de poids, on va dire, anormale ou rapide ou une perte de poids anormale ou rapide, ça peut quand même dire beaucoup de choses sur un état de surmenage, par exemple, qui peut venir de la charge d'entraînement, mais d'autres choses aussi. Donc, c'est un indicateur qu'on peut vraiment regarder tout au long de la saison pour savoir si le coureur est plutôt dans une phase de forme ou s'il y a un problème finalement dans la charge d'entraînement au moment où on regarde le poids. Hum, hum, hum. Ouais. N'hésitez pas à réagir aussi ceux qui sont présents en live, profitez-en. Si vous avez des questions et vous voulez rebondir sur ce qu'on dit, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, on va pouvoir continuer. On a une question de Guillaume sur quelle structure d'entraînement mettre en place pour une épreuve d'ultracyclisme. Alors, je sais que Rémi t'entraînes quelqu'un qui fait de l'ultra-distance. Tu as peut-être quelques éléments de réponse à nous donner.
Quelques éléments de réponse, je sais pas, c'est une première expérience pour moi, donc je découvre aussi l'ultracyclisme en même temps. Bon, ça va être des choses assez basiques. Évidemment, le volume d'entraînement est au centre de la préparation, ça paraît complètement logique, sans en abuser. Enfin, on n'est pas obligé, si on prépare une épreuve de 3000 km de distance, on ne va pas forcément se taper des sorties de 1000 km. Voilà, ça doit rester bien sûr raisonnable, surtout que les personnes qui font l'ultra-distance souvent travaillent à côté, hein, sont pas des professionnels. Après, ça va être forcément aussi jouer plutôt sur le SV1, essayer de faire remonter le SV1, donc avec un volume important, mais aussi avec du travail sur ce premier seuil-là. Je pense qu'on peut aussi aller vers du travail low carb ou à jeun sur des sorties d'endurance. Je pense que quand on a pas forcément beaucoup de temps, ça peut être une manière intéressante de stimuler la filière oxydative et la filière des graisses. Et après, dernière chose, alors moi je me prive pas de séances d'intensité, d'un bon vieux modèle polarisé, même pour pour ceux qui font de l'ultra. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais alors moi c'est peut-être plus une croyance ou une conviction, mais j'ai la conviction que c'est aussi très intéressant d'aller chercher des hautes intensités régulièrement dans l'entraînement, donc avec toujours cette base vraiment d'endurance et parfois aller voire régulièrement aller sur des très hautes intensités. Ouais, c'est ce que je ferais aussi, hein, clairement, de garder toujours un petit peu d'intensité, avoir une approche toujours polarisée, pas forcément suivre ce qu'on peut entendre 80-20 par exemple, parce que voilà, je pense que c'est pas voilà, l'idéal de suivre un pourcentage fixe, voilà, ça s'individualise, mais clairement d'avoir toujours un petit peu d'intensité dans la semaine, peut-être une séance par semaine encore d'intensité, je pense que ça peut être bien, voilà, je pense que niveau pour la progression sur le long terme, c'est toujours intéressant. Et puis, et ouais, l'idée du low carb, un peu, je pense, ça peut être intéressant si forcément si le volume est limité et qu'on prépare quelque chose, une épreuve qui va durer peut-être plus de 24 heures, ça peut être intéressant de pousser sur quelques périodes, sur des stratégies un petit peu plus dures. Et puis sinon, ce que j'avais déjà entendu aussi dans l'approche d'ultra distance, c'est de faire ce qu'ils appellent des week-end shocks où ils vont essayer de reproduire, enfin pas reproduire, mais essayer de se rapprocher le plus possible quand même de la demande de l'épreuve en faisant voilà, partir sur un week-end, sur faire 1000 km pour voilà, déjà voir comment ça se passe, j'imagine niveau logistique, en termes de sommeil, en termes de matériel, et puis pour se préparer aussi physiquement, mentalement à ce qui nous attend, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi intéressant, outre l'entraînement dans l'ultra-distance, c'est vraiment de se préparer. Donc tu l'as dit, un peu au niveau logistique, au niveau matériel, savoir comment on gère le sommeil, comment on gère ses temps de pause. Donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place seulement si on les teste sur le terrain. Donc voilà, moi je disais pas forcément aller sur des très très longues distances à l'entraînement trop régulièrement, mais déjà régulièrement quand même faire des longues distances. Et puis effectivement, on peut, voilà, si on a un objectif en juillet par exemple, aller faire au printemps une épreuve pour répéter ses gammes un peu, une ou deux épreuves qui vont jalonner un peu la préparation pour répéter ses gammes et puis affiner sa préparation et aussi son plan de route pour le jour de l'objectif. Ouais, moi, je vous rejoins et je rajouterais surtout de bien tester tout ce qui est côté nutritif, alimentation, hydratation, parce qu'à l'entraînement, sur des courtes durées, on n'a peut-être pas de problème gastrique, mais sur du long, peut-être avoir des petits problèmes, des indigestions, etc. Donc, bien tout tester avant pour être sûr que voilà, au jour J, on ne découvre pas un nouveau produit, un nouveau goût qui pourrait mettre à mal la suite de l'épreuve. Ouais. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On continue avec, on a une question de Adeline. Comment calibrer la zone sweet spot? Alors, je vais me permettre de répondre en premier. J'ai déjà quelques éléments de réponse que je peux t'apporter, Adeline. Je sais qu'elle a fait partie de la formation lactate testing. Donc voilà, si tu as investi dans le matériel pour mesurer la lactatémie, j'imagine, du coup, l'idéal, clairement, pour calibrer la zone sweet spot, moi, ça va être avec les tests de lactate. Donc, généralement, ça corrèle très bien avec le MLSS. Donc, voilà, le deuxième seuil du lactate, selon comment on le mesure, typiquement sur un test MLSS, donc un test de 30 minutes, avec une mesure de la lactatémie à la 10e et à la 30e minute, on doit avoir la puissance normalement. La lactatémie qui augmente pas de plus d'un millimol entre la 10e et la 30e minute. Généralement, c'est une très bonne puissance après pour faire ces séances sweet spot.
C'est un petit peu en dessous du FTP. Donc généralement, voilà, ça va être peut-être 95% du FTP. Au final, c'est très bien pour faire ces séances sweet spot. Donc c'est ce que j'utilise personnellement. Et en plus, on peut mesurer après, donc si on a notre propre appareil pour la lactatémie, mesurer le lactate sur toutes ces séances sweet spot. Et moi, c'est ce que je fais. Sur mes séances sweet spot, je mesure le lactate à la fin des répétitions. Et ça me permet de voir voilà, si je suis dans la zone que j'avais prévue. Et puis voilà, je peux même le mesurer au milieu d'une répétition et au final faire mes tests MLSS, faire que ça soit une séance sweet spot et de l'intégrer au final à l'entraînement. Et du coup, les tests deviennent l'entraînement et l'entraînement devient un test. Enfin, donc c'est ouais, une approche que j'aime bien. Si tu peux le faire, je te recommande. Maxime, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Moi, je rajouterai rien à ce que tu viens de dire, Mathieu. Moi, ouais, j'utilise la FTP ou puissance critique en fonction. On sait que puissance critique, FTP surestime un petit peu le deuxième seuil. Donc, du coup, quand tu roules à 88, 92%, on va dire on est dans la zone sweet spot. Donc, voilà, je calibre comme ça. Comme j'ai pas encore eu le temps d'explorer les tests de lactatémie. Donc, voilà, pour ceux que je bosse avec eux et avec la puissance critique, je calibre mon sweet spot de cette manière. Ouais. Non, c'est clair, si je peux rajouter encore deux, trois trucs, notamment, on voit, comment il s'appelle, Van Der Poel, Nils Van Der Poel en patinage de vitesse, qui fait toute sa saison, où il fait son travail de seuil, qu'il appelle, où il fait des intervalles, je crois qu'il fait jusqu'à 1 heure ou 1 heure et demie de seuil par séance, il me semble, avec des intervalles de 30 minutes. Et il parle qu'il fait, voilà, à partir de la lactatémie. Et donc, je pense que clairement, c'est un peu l'équivalent des séances sweet spot qu'on pourrait faire en vélo. D'ailleurs, lui, il fait ses séances en vélo, d'ailleurs, mais typiquement, ouais, je pense que c'est du sweet spot mesuré à partir de la lactatémie. Et clairement, on voit que ça amène des progrès intéressants. Et je pense, une bonne façon de faire qu'on voit de plus en plus avec tous les triathlètes qui suivent une approche comme ça pour mesurer leurs intervalles au seuil. Ouais. On a une question de. Je pense qu'on peut passer. Ouais, on a C'est une ce que j'allais dire, question. la question sur le live. Ouais. Alors, y a-t-il une alternative au masque O2 pour la mesure VO2 dans le but de déterminer un pourcentage au premier et deuxième seuil, car les tests paliers 5 minutes peuvent avoir des résultats très différents. Dur de savoir où est son point faible sans savoir où on se situe par rapport à son plafond. Ouais, ouais, carrément, c'est sûr que c'est super intéressant de pouvoir faire un pourcentage de VO2 par exemple au seuil. Et là, on peut facilement situer, est-ce que le premier seuil il se situe à 50% du VO2 max, à 75%, c'est pas du tout la même chose. Pareil pour le deuxième seuil, est-ce qu'il a 75% du VO2 max ou 95%? Donc ça, c'est super intéressant. À ma connaissance, il n'y a pas d'alternative au masque de VO2 pour mesurer ça. Donc, à ma connaissance, j'ai pas d'autres idées en tête, à part comparer peut-être avec des profils de puissance, avec des références, des données références, essayer de se dire, voilà, peut-être sur le premier seuil, je suis à 4,5 watts par kilo. Et si je compare aux données références, c'est très bon. Et si en PMA, je suis à 5 watts par kilo, c'est la PMA qui limite. Donc c'est comme ça que je ferais si j'avais pas de masque VO2. Je sais pas ce que vous ferez, Rémi ou Maxime. Oui, il n'y a pas d'alternative, hein. La VO2, on peut la mesurer qu'avec un masque. Donc, du coup, derrière, tout ce qui est estimation ou extrapolation, ça reste des estimations et c'est imprécis. Ça peut marcher pour la plupart, on va dire 2 tiers des personnes, et le tiers restant peut être pas bon du tout. Ouais. Donc, Ouais, non, Au c'est final, estimation à prendre avec des pincettes. ouais, c'est ça. Au final, moi, je rajouterais juste peut-être que la seule solution, ça serait peut-être de se référer à ses sensations, finalement, sur le terrain. C'est quasiment le seul moyen que je vois pour un peu situer ces seuils hors VO2 et hors lactatémie. Voilà. Bon. En tout cas, sinon, pour moi, il y a pas vraiment d'alternative crédible aussi. Mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. On peut continuer avec une question de Maxime qui nous demande si on pense que la PMA est dépassée et si la puissance critique elle serait plus intéressante que la PMA. Je sais pas si vous voulez commencer.
à Moi, répondre. je veux bien commencer. Maxime, C'est deux concepts différents, donc on ne peut pas dire que l'un est dépassé à l'autre. Aujourd'hui, la PMA est souvent couplé à un test VO2 max, et du coup, quelqu'un qui a une grosse VO2, on ne peut pas dire qu'il ne va pas être performant à l'avenir, mais il faut prendre en compte du coup, c'est les deux seuils pour voir si tout est bien en place, s'il y a du boulot à faire, est-ce qu'il travaille sur le premier seuil, sur le deuxième seuil. Donc, c'est pas un concept dépassé. Par contre, calibrer toutes ces zones d'entraînement sur la PMA, pour moi, est compliqué. Ça fonctionne très peu. Mm. Ouais, c'est ça le risque de tout baser sur la PMA, c'est que soit on surestime tout, soit on sous-estime en fonction de la capacité des gens. Il y a tellement de grosses variabilités au niveau de la PMA, au niveau du protocole de mesure. Si après, voilà, selon comment on détermine la PMA, peut y avoir des variations jusqu'à 20-30 watts. Tandis que pour la puissance critique, il peut y avoir des variations selon les protocoles, mais ça dépassera pas 15 watts. Donc on reste quand même dans une marge d'erreur acceptable, bien plus fine. Donc c'est pour ça qu'on pratique quand même la puissance critique, pour moi, est bien plus pratique et permet de limiter les risques d'erreur. Clairement, avec la PMA, on navigue un petit peu à l'aveugle, on sait pas exactement si on est dans les bonnes prescriptions d'intensité, notamment si on se réfère après à des échelles de zones qui vont utiliser des pourcentages qui sont pas du tout individualisés. Donc, la puissance critique, pour le coup, il y a même pas mal d'études là-dessus qui montrent que c'est quand même un meilleur moyen de normaliser les réponses à l'exercice en se basant sur la puissance critique. Donc, c'est ce que je recommande d'utiliser comparé à la PMA. Mais la PMA, ça reste quand même un outil, c'est une chose qui est différente de la puissance critique, et pour moi, ça a sa place tout de même dans l'entraînement, selon comment on le mesure. Si on fait un protocole qui se répète, on fait toujours le même protocole, on peut toujours comparer après derrière la PMA, et ça reste quand même un bon indicateur de la zone 5, enfin de la zone VMA, VO2 max. Donc voilà, je ne le supprimerai pas complètement de ma façon de penser, mais c'est pas là-dessus que je mise tout l'entraînement. oui, pour moi, c'est un concept, c'est assez limité et limitant de mesurer seulement la PMA. Après, je vois deux avantages à mesurer la PMA pour tracer des zones, même si ça simplifie énormément et que forcément il va y avoir des erreurs de fait hein, au niveau des zones. Mais on va retrouver dans des études, dans les études en général, quand même souvent des zones écrites en pourcentage de PMA. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Donc, c'est une lecture qui est faite par beaucoup de monde. Donc, voilà, un référentiel qui est partagé, même s'il n'est pas forcément très bon. Et l'autre avantage, c'est qu'un test PMA, si on se base par exemple sur un test 5 minutes, ben, c'est hyper simple à mettre en place. Et voilà, donc c'est pas top, c'est pas super. Par contre, c'est peut-être la simplicité, quoi, avec ses qualités et ses défauts, pour moi, la PMA. Mm. Ouais, ouais, en termes de reproductibilité, si on fait juste un test de 5 minutes, ça peut être pas mal. Et comparé sur le long terme, quand même, c'est un bon indicateur de la progression. C'est limité forcément à 5 minutes, donc ça décrit pas toutes les intensités. On peut très bien progresser sur 1 heure, mais pas progresser sur 5 minutes. Mais ça reste quand même intéressant, surtout pour des coureurs FFC, voilà, pour qui les intensités, comme on peut retrouver sur un test 5 minutes, ça sera assez déterminant. Quelqu'un qui fait de l'ultra-distance, par exemple, je pense que c'est pas intéressant de lui faire les tests de 5 minutes pour évaluer sa progression. Ouais, non, mais même le 5 minutes, on peut l'utiliser juste en indicateur de perf. Tu sais que l'athlète en 2021, sur 5 minutes, il était capable de sortir 350. Janvier 2022, admettons, il est à 330. En avril, il se rapproche de 340. Tu sais que là, on n'est pas loin peut-être de ses records. Et s'il le passe, bon, on est peut-être dans une période où la condition est très bonne. Donc voilà, ça peut aussi servir juste d'indicateur et d'avoir des pistes pour orienter le travail ensuite. Ouais, ouais, ouais. Après, un petit mot en termes de concept, c'est vrai que c'était là un peu la question aussi de Maxime. En termes de concept, dans l'idée de la PMA, c'est vrai que pour le coup, je trouve que c'est assez dépassé dans le sens où il n'y a pas vraiment de puissance maximale aérobie. Enfin, si on essaie voilà, d'avoir entre la façon dont laquelle on mesure la PMA actuellement avec des tests 5 minutes et concrètement qu'est-ce que ça pourrait être physiologiquement la plus petite puissance qui nous permet d'atteindre le VO2 max. En fait, on se rend compte qu'on peut atteindre le VO2 max avec n'importe quelle puissance au-dessus du deuxième seuil. Ce sera juste une question de temps.
Donc, tant qu'on est au-dessus de la puissance critique, par exemple, voilà, si on fait 20 minutes au-dessus de la puissance critique, il y a de fortes chances qu'on finisse l'effort à VO2 max. Est-ce que c'est la PMA? Dans la définition qu'on a actuellement de la PMA, pas vraiment. Donc c'est pour ça que c'est un concept qui est un petit peu compliqué à manipuler et qu'on peut on peut avoir plein de PMA différentes en fait en fonction du protocole parce qu'il y a plein de puissances qui permettent d'atteindre le VO2 max, quoi. Donc voilà pourquoi en termes de concept, je pense que ça reste quand même assez limité Mais comparé à la puissance critique qui est plus robuste scientifiquement et en termes de concept. il y a autant de PMA qu'il y a autant de tests et de protocoles. Mm. Du coup, du coup, quand on fait un protocole PMA, l'idée, c'est si on veut se comparer, de réutiliser le même pour avoir un comparatif qui ne soit pas biaisé. Ouais, Et ouais. sinon, ça fait un peu comme le concept de deuxième seuil, FTP, puissance critique, MLSS. Voilà, c'est des seuils ventilatoires. Il y a plein de concepts. Au final, on sera dans une fourchette qui se rapproche, mais il y a autant de résultats que de tests qu'on veut mettre. Ouais, ouais, je suis d'accord. On continue, on avait une question de Julien sur les exos au-dessus de PMA, donc la zone glycolytique, zone 6 du coup, ou peut-être même ça englobe zone 7, mais je ne sais pas quelle zone il englobe, mais voilà, tout ce qui est au-dessus de la PMA, quelles adaptations on peut attendre du travail dans ces zones-là au-dessus de la PMA que, que vous voulez commencer à répondre. Sinon, j'ai quelques éléments de réponse sur les zones d'entraînement. Je veux bien commencer à répondre, puis tu compléteras ou tu corrigeras peut-être. Mais au-dessus de PMA, enfin, on va être sur des intervalles courts. Donc avec des intervalles courts, on va pouvoir améliorer VO2 max, mais ça va plutôt se faire par des adaptations périphériques. Donc si je me trompe pas, notamment biogénèse mitochondriale et capillarisation musculaire. Donc voilà, on est plutôt sur des adaptations, quand on est vraiment sur des très très hautes intensités, plutôt courtes, sur des adaptations plutôt périphériques, et qui peut-être donc dureront moins longtemps dans le temps que si on était sur à l'inverse, des efforts plus longs avec des adaptations plutôt centrales qui perdureraient davantage dans le temps. En tout cas, c'est ce que je crois comprendre des différentes zones d'intensité. Mm. Ouais, je te rejoins là-dessus. J'ajouterais en zone 6 quand même, il y aura un gros travail d'amélioration de tout ce qui est enzymes. Notamment toutes celles qu'on appelle extra-mitochondriales, donc qui seront plutôt en dehors des mitochondries, donc c'est pas la filière oxydative, c'est la filière du coup glycolytique, donc qui vise à transformer le glucose, glycogène en lactate. Et donc là, on va voir clairement toutes les enzymes de cette filière-là. On sait qu'il y a pas mal d'études qui montrent on peut améliorer leur activité, voilà, elles seront plus efficaces, on peut en avoir plus, notamment celle qui convertit le pyruvate en lactate, la lactate déshydrogénase, mais aussi phosphofructokinase, hexokinase, glycogène phosphorylase, donc plein de toutes les enzymes clairement de cette filière, je pense, qui seront travaillées avec ces exos-là, qui permettront au final d'avoir une, une meilleure puissance glycolytique, quoi, d'être plus puissant clairement sur les exos de 30 secondes, une minute. Après, il y a tout ce qui est système tampon aussi, je pense, selon comment on oriente l'exercice. Mais voilà, clairement, là, cette fois, de travailler plutôt sur la capacité plutôt que la puissance, la capacité à durer dans l'effort, donc de tenir une minute 30, 2 minutes, en tamponnant mieux l'acidité. Au niveau musculaire, je pense que là, c'est pareil, il y a pas mal de preuves là-dessus, donc c'est sûrement quelque chose qui se travaille bien dans cette zone. Et puis, tout ce qui est recyclage du lactate aussi, je pense clairement, on va produire beaucoup de lactate dans cette zone-là. Et donc, clairement, on va travailler le fait de faire sortir le lactate qui a été produit dans toutes les fibres musculaires, le faire sortir de ces fibres-là jusqu'à la circulation sanguine pour être après réutilisé dans d'autres organes, d'autres muscles. Et donc, ouais, les transporteurs du lactate, notamment, qui seront aussi bien travaillés. Donc, ouais, c'est clairement une zone assez intéressante. Maxime, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que ta réponse est assez complète, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Très Ça roule. complète. Ça roule. On avait une question de Paul ensuite. Est-ce que faire les intensités en fin plutôt qu'en début de séance permettrait de s'améliorer sur les fins de course, sortir la même puissance ou s'en rapprocher lorsqu'on est frais? Donc, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Je sais que vous entraînez tous les deux des coureurs professionnels, donc c'est des questions qui se posent avec des courses quand même assez longues. Donc, essayez de reproduire les efforts. Comment vous mettez en place votre entraînement derrière pour travailler ça? Donc, ouais, moi j'ai déjà fait Vas-y.
Il y a des publics scientifiques en plus qui ont montré que les meilleurs athlètes de haut niveau sur les grands tours, les meilleurs cyclistes, sont capables de sortir autant de watts avec une pré-fatigue que quand ils ne sont pas fatigués. Et donc, c'est l'intérêt d'évaluer et de bosser avec une certaine pré-fatigue. Donc, les publics parlent de kilojoules. Donc, du coup, voilà, j'ai déjà donné plusieurs fois des séances à réaliser à partir de 2500 kilojoules. Donc, une grosse partie en endurance et après la fin de sortie avec les exos, une fois que la barrière cible est franchie, on attaque les exercices. Dans le but de simuler un peu ce qui se passe parce que chez les pros, les courses en montagne sont assez stéréotypées. La grosse partie de l'étape est assez cool et dès qu'on arrive dans la dernière montée, il faut lâcher les chevaux. Sauf qu'il y a quand même déjà 150 km dans les jambes avec plusieurs heures de selle. Donc il faut être capable de sortir les watts au bon moment. Yes. Donc ouais, Maxime, t'avais fini? Oui, oui, oui. Moi, je compléterais ça en disant que oui, moi en tant qu'entraîneur, je donne ce type d'exercice en fin de séance parfois, notamment quand on approche de la compétition, simplement pour répéter le modèle de compétition et que le corps ait une expérience et l'esprit aussi de ce qui pourrait se passer lors de la course. Après, je suis pas convaincu à 100% que c'est nécessairement le fait de travailler en fin de séance qui va le plus améliorer cette capacité-là. Je pense que ça peut avoir un effet, forcément, mais voilà, je pense que de gonfler son volume en endurance, de travailler de manière un peu plus isolée les exercices vont aussi permettre d'être plus efficace en fin de sortie. Donc oui, je propose ce type d'exercice parfois en fin de sortie, mais c'est de manière plutôt ciblée et c'est pas en routine, on va dire. Mm, mm. Ouais, ouais, je te rejoins aussi là-dessus. Je pense que c'est pas essentiel non plus pour travailler cette qualité-là et le fait d'augmenter son volume d'entraînement en endurance, clairement, ça aura peut-être un impact plus important sur la capacité à répéter les efforts en étant fatigué. Donc voilà, est-ce que faire les exercices en fin de sortie, c'est obligatoire pour développer cette qualité? Je pense pas. Je pense on peut aussi imaginer, moi, ce que j'aime bien faire, c'est même des fois les faire en début de sortie longue, parce qu'on va taper plus rapidement, du coup, dans le glycogène. On va l'épuiser plus rapidement et, du coup, accumuler plus de temps avec un glycogène épuisé si on fait nos exercices intenses en début de sortie. Donc, ça se fait aussi. On peut très bien faire en début de sortie et en fin de sortie, diviser l'exercice en deux. Si on a prévu 4 séries, en faire deux séries au début, 2 séries en fin de sortie. On peut imaginer plein de choses. Je pense d'un point de vue physio, l'intérêt, ça serait de travailler avec le glycogène épuisé. Moi, c'est en tout cas j'imagine, en tout cas la seule différence qu'on peut avoir entre le début et la fin de sortie. Pour moi, ça serait ça, et du coup, plus de forcer un petit peu l'utilisation des graisses. Donc, c'est pour ça que voilà, début et fin de sortie, ça peut se faire, mais uniquement fin de sortie aussi. On peut imaginer pas mal de choses. On continue avec une question de Paul sur le volume d'entraînement. Quelqu'un donc Paul, qui a débuté le vélo l'an dernier, qui est passé de 45 heures en moyenne par mois à 55-60 heures par mois cette année. Est-ce que voilà, il se pose des questions, est-ce qu'il en fait trop et comment savoir s'il en fait trop? Alors, C'est je un peux peu essayer de répondre compliqué à à répondre. Vas-y Rémi, je te laisse la parole. Ok, ça marche. Là, comme ça, sur l'augmentation du volume, ça me paraît pas aberrant. C'est quelque chose qui peut passer. Alors, faut toujours faire attention. Après, ça dépend. Quand on est débutant, forcément, on va augmenter son volume d'entraînement plus rapidement. On va passer des plus gros caps d'année en année. Ça c'est logique. Après, généralement, bah, on va dire que au-delà d'une augmentation de 50%, oui, il y a un gros risque de surentraînement d'une année sur l'autre. Ça paraît évident, mais là, c'est pas le cas, il me semble. Donc moi, ça me paraît raisonnable. Après, il faut surtout regarder comment ça se passe au niveau de l'entraînement. Et là, par contre, ce sont à mon sens, on peut s'appuyer sur plusieurs choses, hein, mais des choses les plus basiques, ça va être quand même les sensations déjà, voir comment réagit le corps. Aussi au niveau de la progression, si tu progresses en tant que coureur, voilà, sur tes puissances, ben, c'est que ça va plutôt dans le bon sens. Donc voilà, faut faire attention, bien sûr, mais s'il n'y a pas de signe de fatigue excessif, à mon sens, c'est que tu peux y aller.
Ouais, tu vois, je calculais un petit peu, moi. C'est comme si qu'ils rajoutent entre 2 et 4 heures par semaine en plus comparé à la saison dernière. Donc, c'est pas aberrant en termes d'augmentation. Après, ça va plutôt être. Il fait comment? Il fait 40 heures en zone 1, zone 2, ou maintenant il est passé à 55 heures en faisant du zone 4, du zone 5 à fond la semaine. Il y a aussi la répartition des intensités sur cette semaine-là, et sur ce mois aussi à prendre en compte. Donc, au final, moi, si demain, s'il me dit qu'il faisait 45 heures de zone 2 et aujourd'hui il en fait 55 heures, ça ne me choque pas. Par contre, si à côté de ça, il y a une mauvaise répartition des intensités, ils peuvent très fortement se cramer en pensant que c'est à cause du volume en plus, alors que c'est les intensités, il en fait beaucoup trop. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. C'est compliqué aujourd'hui de dire oui, c'est bien, tu t'en fais trop, pas assez. Il y a une enveloppe globale à prendre en compte et d'analyser tout ça. Mm. Ouais, bah, clairement, c'est ce que j'aurais dit aussi, hein. Regarder la répartition des intensités éventuellement si jamais, si, voilà, si on a augmenté le volume et qu'on modifie la répartition des intensités, qu'on ne fait pas la majorité du temps en zone 2, que c'est là que ça peut passer. Mais si voilà, la répartition des intensités elle est bien effectuée, qu'on fait la majorité du temps en zone 2, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Question stratégie de l'effort. Lors d'un Ironman, 180 km de vélo sans drafting, avec 2200 mètres de dénivelé, donc avec des bosses du coup, et des petites montées, vaut-il mieux avoir des watts constants chaque heure sur environ 6 heures d'effort, ou est-ce qu'on augmente l'intensité dans les montées et on récupère dans les descentes? Est-ce qu'on lisse tout le temps montée, descente? Qu'est-ce que vous recommandez? Maxime, je te laisse la main. Bon, j'avais commencé à regarder un petit peu avec des logiciels pour modéliser un petit peu tout ça. Alors, tu as différents types de stratégies. Sur quelque chose d'assez lisse, d'assez plat, tu peux dire mettre une puissance constante toute la durée de l'effort. Là, quand on commence à avoir des bosses, des montées et des descentes, j'avais commencé à comprendre que sur le plat, vaut mieux se mettre sur un pacing que tu peux tenir sans te mettre dans le dur. Dans les montées, tu tapes un peu plus dedans. Comme ça, dans les descentes, en fait, tu profites de ces passages-là pour récupérer, t'alimenter, etc. Et ce qui fait que tu auras une bonne vitesse. Parce que si tu roules à la même puissance plat et montée, bah dans les montées, tu vas pas avancer parce que à peine tu montes, les watts montent. Donc si tu veux rester dans ta zone qui est sur le plat, tu vas monter au ralenti, tu vas perdre énormément de temps. Alors que en montant à un rythme plus soutenu, tu vas arriver en haut plus rapidement, tu vas pouvoir descendre, profiter de la descente pour récupérer, etc. Donc il y avait plusieurs sites pour modéliser. Il y a tout à prendre en compte aussi sur le plat, vent de face, vent de côté, vent dans le dos, quel braquet utiliser, la position. Donc voilà, c'est un concept assez global et c'est ultra compliqué à dire comme ça à l'instant T. Aujourd'hui, fais comme si, c'est sûr que tu rouleras plus vite que si tu fais comme ça. Ouais, ouais, non, je pense que c'est pas si simple et que ça dépend. Mais dans l'idée, ouais, si on devait donner un conseil en règle générale, ça serait quand même de faire les montées sur un rythme un peu plus élevé et récupérer dans les descentes parce que bah, les gros écarts se feront surtout sur la montée comparé à la descente où on peut gagner 2 km heure, mais pas beaucoup plus. Alors qu'à monter, clairement, si on la fait un peu plus appuyée, on peut y avoir tout de suite des gains bien plus importants. Donc, c'est ce que je recommanderais. Je sais pas, Maxime, si tu valides. Ouais, c'est ça, parce que même dans les descentes, avec les braquets que tu as, sans trop forcer, tu vas vite rouler à 50-55 km/h. Alors que dans une montée, si tu dis, bon, bah voilà, je reste à l'économie, tu vas monter à 10-12 km/h déjà. Tu restes en plein soleil, tu as moins d'air, tu peux surchauffer, et tu n'avances pas. Alors que si tu te colles un peu plus haut, tu vas commencer à rouler à 17-18 km/h. Voilà, une heure de montée, entre 12 km/h et 18, ça fait quand même ça fait 6 km/h. Donc du coup, en haut, quand tu arrives au sommet, le coureur derrière est encore 6 km derrière toi. Et là, la descente, en 10 minutes, elle est faite. 10-15 minutes, on va dire. Donc le ratio temps gagné est plus important en montée qu'en descente. Ah, moi, je vais rien rajouter à ça, hein. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit et avec ce que Maxime a dit, hein, notamment avec les différentes modélisations qui ont montré effectivement que c'était plus intéressant d'avoir une stratégie de ce type, hein. Ouais, ouais. On va continuer avec une question de Benjamin. Ne serait-il pas plus précis de calculer le besoin en glucides lors d'un effort en fonction de la dépense calorique de celui-ci? Donc, par exemple, consommer
X quantité de kilocalories tous les X kilocalories de dépensées. Je vais essayer de répondre en premier. C'est vrai que je travaille pas mal dessus en ce moment parce que je vais sortir une formation sur la nutrition de l'effort dans quelques jours maintenant, hein, d'ici une semaine. Donc c'est vraiment une question que je me suis posée. Moi, à mon avis, c'est pas la meilleure stratégie parce que déjà, on va pas remplacer toutes les kilocalories qu'on dépense. On sera jamais à 100%. Ça dépend de l'effort, mais tu verras que voilà, généralement, tu vas quand même dépenser beaucoup plus de kilocalories que ce que tu es capable de consommer. Donc voilà, il y aura toujours une petite différence à ce niveau-là. Il y aura aussi déjà à prendre en compte le calcul des kilocalories qui n'est pas forcément très fiable selon les compteurs. Déjà, il faut avoir un capteur de puissance. Quand c'est dérivé de la fréquence cardiaque, c'est encore moins fiable. Mais en fonction d'un capteur de puissance, ça peut être plus ou moins fiable en fonction du rendement du coureur. En fait, il y a des coureurs qui vont dépenser plus d'énergie que d'autres pour une même intensité. Donc ça, on peut le mesurer. Seulement, les algorithmes ne le prennent pas en compte. Et donc, on a toujours, voilà, ils partent du principe que tout le monde a la même économie, le même rendement. Donc généralement, ils partent sur 23%, 22-23%. Donc ça peut dépendre, quoi. Si quelqu'un a un rendement de 25% et l'autre a un rendement de 20% par mois, des fois, ça m'arrive de faire des tests où certains sont à 17% de rendement. La dépense énergétique, elle sera totalement différente. Donc c'est là que voilà, utiliser un calcul proposé par les marques comme les marques de compteurs, ça peut pas forcément être très fiable. Et puis dans mes stratégies, c'est pareil. Je pense que pas forcément. Le problème de ça, c'est que ça nous pousserait, si on essaie de suivre la quantité de calories qu'on dépense, ça nous pousserait du coup à augmenter. Par exemple, si on augmente l'intensité en fin de course, à augmenter notre apport aussi énergétique à ce moment-là. Ça nous pousserait à ce genre de choses. Alors que moi, je pense que c'est plus intéressant de consommer beaucoup de kilocalories, beaucoup de glucides en début d'effort, quand voilà, l'intestin est encore bien irrigué, quand on est encore assez frais, pour anticiper au final la fin de l'effort, plutôt qu'en fin de course où on est déjà épuisé, où l'intestin il est déjà mis à mal et si on veut voilà, augmenter l'apport énergétique à ce moment-là, on risquerait d'avoir des troubles digestifs. Donc voilà, moi c'est pas la stratégie que je recommande de se baser sur les kilocalories dépensées. Et de ce que je sais, voilà, je connais personne qui fait ça. Certains ont essayé de le faire, il y en a beaucoup qui ont essayé parce que dans l'idée ça paraît intéressant, mais en pratique au final on se rend compte que c'est pas le plus optimal. Moi, je pense que tu as donné une réponse assez complète, hein. Vu comment tu as approfondi ces sujets-là ces derniers temps, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Et voilà. Ouais, Idem. ça roule. Ça roule, on va pouvoir répondre à une question de Paul dans la discussion qui nous demande s'il doit passer son 52-36 en 53 ou 54 en grand plateau. Est-ce que c'est une question de watts? Est-ce que c'est une question de rapport puissance-cadence ou de sensation? Ça pour des courses FFC vallonnées. Alors moi, par expérience, je peux répondre 52-36. C'est déjà pas mal pour des courses FFC vallonnées, ça peut le faire. Sachant que le plateau, en soi, c'est pas tellement ce qui fait la différence. Gagner une dent, 52 ou 53, tu vas pas forcément sentir la différence. Il y a une petite différence, mais elle reste quand même assez fine. Comparé au pignon à l'arrière, quand tu as un 11 dents, voilà, 52-11, c'est quand même déjà pas mal. Forcément, si ça fait des moyennes de 45-46, c'est toujours une petite dent en plus, ça fait toujours du bien sur le grand plateau. Avoir un 53-54, ça peut être bien. Mais 52, ça reste quand même. Voilà, maintenant, ça fait quand même le taf. Donc, c'est pas essentiel. Question de sensation, oui, je pense. Voilà, si tu sens que t'es limité avec ton 52, un 53 ou 54 pour voir, mais bon, pour moi, c'est pas obligatoire. Surtout qu'à l'entraînement, avec un 53-54, t'es tout de suite plus limité. Si c'est un peu vallonné, t'es obligé de mettre le petit plateau tout de suite. Donc, non, je recommande pas forcément. Bon, c'est la dernière question à laquelle je réponds. Après, je dois y aller. J'ai séance scooter avec les coureurs guyanais. Donc, moi, de mon côté, je suis passé d'un 52 à un 53 et je me rends compte que quand je suis un petit peu à court de forme, dans mes montées références, j'ai du mal à cadencer avec le 53 parce que là, il y a quand même une dent en plus et je sens que je suis pas à la cadence optimale pour. Voilà. Si je suis pas en forme, voilà, c'est plus compliqué d'emmener le braquet. Et je me dis qu'avec mon 52, je récupérais peut-être la cadence un petit peu parce que là, j'aurais peut-être plus facilement de la vélocité. Après, quand je suis en condition, on va dire, je peux croiser la chaîne, il n'y a pas de problème, quoi, il n'y a pas de souci.
Mais c'est plus ce côté-là, en fait, en se disant, bon, bah, peut-être que je cadence trop, donc on peut baisser une dent quand on a un 52, on peut baisser les dents. Par contre, avec le 53, quand on croise la chaîne et qu'on est déjà sur 53, 20 ou 21, la chaîne est déjà bien croisée et qu'on veut remettre de la cadence, ça peut être compliqué. Voilà, on n'a pas de dents supplémentaires. Donc, euh, c'est plus plutôt perception, sensation et voir aussi en course. Après, on parlait toujours de l'histoire de cadence. On a aujourd'hui 11 vitesses, voire 12 vitesses, donc on peut gérer sur la roue libre pour pouvoir tourner les jambes et être en la cadence 85, 90 tours minutes sur la course, ça c'est pas le souci. C'est plus, pour moi, c'est plus dans les bosses où il faut faire attention à ça parce que là, il parle d'un 36. S'il met à 54 et qu'il tire beaucoup trop gros, il va passer d'un 54 à un 36, ça fait un gros gap. Et là, à 120 tours minutes. Et là, ça peut être tendu en course. Mm. Mm. Ouais, non, je suis d'accord, ça dépend. Et 52-36 en général, ça va assez bien. Maintenant, c'est vrai qu'avec des cassettes qui sont de plus en plus étalées, si on peut avoir un 34 à l'arrière, maintenant ça se fait avec les 12 vitesses. Donc 53-34, ça, quand même, là ça passe, c'est déjà pas mal. Donc à toi de voir en fonction de ta cassette aussi, quoi. Voilà. C'est tout pour Ah, toi. moi, je rajouterai rien, donc Tu vas nous quitter? Ouais, je vous laisse. Petite séance d'explosivité derrière scooter aujourd'hui. Ah, cool. Bah, bon bonne après-midi, Il Maxime. séance. va être 15h. Petit soleil, il pleut pas aujourd'hui. La saison des pluies en ce moment, mais là, il n'y a pas de pluie, donc je vais croiser les doigts. Ouais, ça roule. À bientôt, Maxime. Ciao. Profite Allez, bien. bonne fin de questions-réponses. À la prochaine. Yes. Donc, on peut Alors, passer à la mon question pour suivante. ouais, la collation après l'effort, qui est souvent recommandée. Comment estimer les besoins en glucides, protéines, lipides de celles-ci, des exemples de collation. Alors, je peux essayer de donner aussi quelques éléments de réponse sur. Là, je te laisserai répondre aussi, hein. Je sais que tu es en plein dedans en plus, hein. Ouais, non, j'ai quelques idées là-dessus. Déjà après l'effort, ouais, je pense que c'est bien de faire une collation. Euh, c'est voilà, typiquement, on va prioriser les glucides après l'effort, pas éviter les lipides. C'est ce qui est plus difficile à digérer, plus loin à digérer. Donc ça peut, voilà, après l'effort, on a quand même souvent tapé dedans. L'intestin est un petit peu mis à mal, donc essayer de faciliter ça au maximum. Typiquement, si je peux te donner des exemples, ça va être des choses vraiment digestes. Du coup, ça va être de la compote, des choses bien cuites comme du riz au lait, des choses, des smoothies aussi. Voilà, quelque chose qui est pas du tout difficile à digérer. On va essayer d'éviter les fibres. Donc on va pas se faire une salade de carottes râpées après l'effort. On va essayer d'avoir quelque chose de vraiment digeste. Euh, voilà, des protéines, on peut apporter des protéines. C'est pas la priorité, mais c'est quand même bien d'en avoir, surtout si on fait, si on répète les efforts. Donc pour une course par étape, par exemple, c'est bien d'avoir des protéines. Si c'est une course d'un jour, on peut se permettre d'avoir uniquement des glucides. Ça changera pas grand-chose. Donc voilà, pas forcément d'autres choses à rajouter là-dessus, mais ouais, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, d'avoir une petite collation après l'effort. Alors, pas forcément après tous les entraînements, mais si voilà, si on s'entraîne le matin et qu'on mange un repas du midi ensuite, on peut manger notre repas du midi normalement ensuite, il n'y a pas de problème. Si on s'entraîne l'après-midi et que notre repas du soir, il est dans une heure ou une heure et demie après la fin de notre entraînement, c'est pareil, on n'a pas forcément besoin de manger non plus. Donc ça dépend. Après une course, ça peut être bien de refaire les stocks directement après. Et puis voilà. Moi, je compléterai par une question à Mathieu. Enfin, moi, j'avais entendu plusieurs fois, mais à l'époque, que justement, c'était intéressant de coupler les glucides avec des protéines pour la récupération et que ça améliorait la récupération. C'est pas nécessairement, toi, ce que tu as lu ces derniers temps. Non, ouais, c'est pas nécessairement ce que j'ai lu, mais il y a des trucs contradictoires, hein. Donc dans le doute, j'en apporterai quand même. Je pense que ça fera pas de mal, ça c'est sûr. Donc clairement, moi j'en apporterai. C'est pas la priorité. La priorité, ça restera les glucides. Mais si on peut avoir une petite source de protéines, donc c'est pour ça que généralement, moi j'aime bien avoir des produits laitiers après l'effort. On sait qu'en plus, bah voilà, par exemple le lait, ça réhydrate très bien. Donc on peut avoir des fois des laits aromatisés par exemple, comme des boissons yop ou ce genre de choses après l'effort. Ça peut être idéal, hein, vraiment pour se réhydrater, avoir des glucides, avoir des protéines. Donc, ouais, typiquement, les produits laitiers pour ça, c'est bien parce qu'il y a généralement des glucides et des protéines, c'est digeste. C'est digeste, ça dépend des gens. Si vous ne tolérez pas les produits laitiers,
Faut pas en manger après l'effort, évidemment, mais si vous les tolérez bien, il n'y a pas de souci. Généralement, c'est quand même une très bon produit pour récupérer. On continue, Rémi? Alors Dans que, une question de, ouais, donc, vas-y. encore une question de Benjamin. Euh, Par rapport aux séances sweet spot, est-ce qu'on recommande de faire des séances à leur tempo avant d'entamer un bloc de séances sweet spot? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense, enfin, on peut le faire, évidemment, ça peut être intéressant de le faire dans l'optique d'augmenter la stimulation en intensité progressivement, mais non, c'est absolument pas obligatoire. On peut même faire des intensités avant de faire, enfin des hautes intensités à PMA avant de faire du sweet spot. Après, ça implique d'autres choses, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de planification, il y a pas il y a pas d'études qui montrent qu'il y aurait un intérêt ou en tout cas qu'il y ait une obligation plutôt de faire du tempo avant d'attaquer du sweet spot. Donc là, c'est en fonction de vous, votre plan, ce que vous voulez mettre en place, tout en sachant malgré tout que, mais ça dépasse le cadre de cette question, que c'est effectivement intéressant de terminer par des très hautes intensités, sa planification, mais au-delà de ça, il y a pas nécessairement voilà, de combinaison qui marcherait mieux qu'une autre. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Pour moi, ça dépend. Question de contexte, question de planification. Et on peut en soi presque tout faire. Y a pas de recette miracle. Parce que ça, juste pour compléter, c'est le modèle, il me semble, enfin Training Peaks vanté notamment par Geoffrey, là, il me semble que voilà, il y a le cycle d'endurance, le cycle de tempo, le cycle de sweet spot, etc. Donc c'est quelque chose qui marche, qui peut très bien marcher. Hein. Ça, je critique pas du tout. Par contre, c'est un modèle et on peut en faire une infinité d'autres qui peuvent également marcher. Yes. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut faire des intervalles sweet spot sur terrain plat et à faible cadence pour simuler des efforts comme des ascensions de col? Alors, je pense pas nécessairement que ça va simuler des ascensions de col. Après, on peut le faire, bien sûr. Quel intérêt on pourrait avoir à faire ça? Je sais pas là tout de suite, mais oui, en tout cas, ça peut se faire. Ça serait pas, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au niveau des tensions musculaires, je pense qu'effectivement, il peut se passer quelque chose sur un temps long, comme on retrouverait dans l'école, mais c'est pas le même coup de pédale. Donc voilà, c'est quand même assez, on est quand même assez loin de l'effort en col pour moi. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est mieux que rien, peut-être. Si vraiment on n'a pas le choix, pourquoi pas. Ce qui sera vraiment important, je pense, si on fait ce type d'effort, c'est vraiment d'essayer de travailler en continu. Moi, je remarque que c'est quand même la grosse différence entre une montée de col d'une heure où vraiment c'est en continu. On n'arrête jamais de pédaler, comparé à une heure sur le plat où il y a un stop, il y a un feu rouge, il y a une petite descente, il y a une voiture qui double, on se retourne, on mange. Enfin, il y a toujours des petits instants de récupération au final. Tandis que dans un col, c'est vraiment continu. Donc, si on devait faire ce type d'effort, ce que je ferais à l'entraînement, si j'avais pas de colle à disposition, ça serait voilà, des efforts longs, sans récupération, proche du sweet spot, faible cadence, ça peut être bien aussi, je pense, pour simuler entre guillemets le col, pourquoi pas. Si on a un home trainer, on peut faire nos séances sur home trainer avec la roue avant qui est surélevée. Ça peut être vraiment bien pour simuler le coup de pédale, ça marche bien. Et on peut, bah là, dans ce cas, sur home trainer, c'est quand même facile de ne pas faire de pause et du coup d'avoir un vrai effort en continu. Donc pour le coup, le home trainer, je trouve que c'est quand même un bon outil pour préparer l'ascension de col. Ouais, je suis assez d'accord. Sur combien de semaines minimum et maximum recommandez-vous de faire durer un bloc sweet spot? Et même question pour la PMA. Amy, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, alors bon, il y a beaucoup plus d'études sur les hautes intensités plutôt que sur des intervalles sweet spot. Donc, pour les hautes intensités, ce qu'on peut retrouver, c'est qu'on préconise des cycles allant jusqu'à 10 semaines, mais là, ça paraît très très long quand même. Donc 8 semaines, pourquoi pas, en maximum, moi je mettrais un maximum à 8 semaines. Et par contre, en minimum, on se rend compte, là il y a une étude qui est parue récemment, voilà, c'est une seule étude, mais qui vient quand même confirmer une certaine tendance.
que on va, avec les hautes intensités, encore une fois, on va, donc plutôt la PMA, on va augmenter très vite son niveau avec quelques séances seulement. Donc au bout de finalement 5 séances, on a déjà une augmentation des performances qui est significative et au bout de 8 séances, en gros, ou 4 semaines, on va atteindre un certain pic. On va continuer de progresser au-delà, mais par contre, la progression va être moins importante. Alors, est-ce qu'on va retrouver ça avec des efforts sweet spot? J'en suis pas certain. Peut-être qu'avec le sweet spot, on pourrait aller vers des cycles plus longs. Ça, c'est une croyance personnelle par rapport à des lectures, mais bon, il n'y a pas assez de matière pour moi, en tout cas, pour conclure là-dessus. Donc voilà ce que je peux en dire. Je sais pas ce que Mathieu, ce que Mm. toi, tu peux nous en dire. Ouais, je pense que Sweet Spot, on peut clairement faire des cycles plus longs. Même, ça dépend des gens, mais moi, je trouve que c'est quand même mentalement moins exigeant qu'un vrai cycle de PMA poussé à fond. Voilà, clairement, Sweet Spot, si on est bien en contrôle et qu'on maîtrise la charge d'entraînement, ça peut se tenir euh, plusieurs mois. Voilà, clairement, sur 2 mois, ça me choquerait pas. C'est pas tout le monde ne voit pas faire des cycles de 2 mois de Sweet Spot, mais clairement, ça peut se faire. Et puis pour la PMA, en soi, voilà, ça peut être un cycle très court d'une semaine ou deux. C'est pour moi voilà, le minimum. Vraiment, on peut en faire le minimum en PMA et ça peut quand même aller assez vite les progrès. Et on peut faire des cycles très longs aussi, mais est-ce que ça va être vraiment, est-ce que le retour sur investissement va valoir tout l'investissement qu'on va devoir s'infliger pendant 3 mois, mettons, à faire de la PMA extrêmement intense? Je suis pas sûr. Donc, je ne ferai pas des cycles trop longs en PMA, je me limiterai à un mois, 8 semaines maximum, quoi. Pas plus. Ah ouais, je compléterai juste en disant parce que c'est un sujet moi qui m'intéresse beaucoup quand même. Mais en minimum, oui, tu disais une semaine, 2 semaines, effectivement, hein, avec même quand on voit l'entraînement par bloc où on peut réaliser 5 séances de PMA par exemple en une seule semaine, on voit des progressions qui peuvent être très importantes. Donc on peut être vraiment sur des cycles très peu importants et parfois en 2, 3 séances de PMA, on peut déjà noter une certaine amélioration. Donc voilà, on peut aller sur des cycles très très courts. Et après pour le sweet spot, enfin moi ça me fait penser à une étude qui est paru récemment avec un modèle polarisé, un modèle pyramidal qui a été voilà où il y avait un enchaînement pyramidal polarisé ou polarisé pyramidal. Euh, et ça pouvait laisser penser, en tout cas, cette étude, qu'avec du pyramidal, on avait une progression peut-être un peu plus lente, mais peut-être un peu plus longue. Mais bon, après, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais ça rejoindrait ce que tu évoques, Mathieu. Ouais, ça marche. On a une question de Paul qui nous demande quels exos permettent de plus progresser au seuil. Est-ce que c'est plutôt le sweet spot ou des exos seuil avec des pics à PMA, par exemple 4 minutes 15 au seuil, suivi de 45 secondes à PMA? Moi, à mon avis, ça restera le sweet spot. De tous ceux chez qui j'ai mis du sweet spot comparé à des exos du travail au-dessus du seuil, clairement travailler en dessous du FTP. Et au final, je me rends compte que c'est quand même très proche de travailler au deuxième seuil du lactate qui va être sous le FTP. Clairement, travailler voilà, des intervalles longs, sweet spot, 3 fois 20 minutes, 2 fois 30 minutes, ça pour moi plus efficace. Mais je sais pas, Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Non, bah je suis déjà intéressé d'avoir ton avis là-dessus parce que toi, t'as un certain retour d'expérience avec tes mesures physio, donc je trouve ça vraiment intéressant. Moi, mon expérience, elle irait un peu dans ce sens-là, notamment par rapport, enfin, les intervalles courts. À un moment donné, je trouve qu'on est quand même limité sur la progression au seuil, même si on va noter, on peut très bien noter une progression au seuil avec de l'intervalle court. Mais ouais, je suis plutôt d'accord avec toi d'aller sur des intervalles longs. Après, moi, j'ai moins l'habitude de proposer du sweet spot, plutôt des intervalles voilà, un peu plus élevés, mais je me questionne en fait. Et ce que tu dis là, Mathieu, ben, ça alimente ma réflexion, disons. Ouais. Je me demande si ça dépend pas du niveau aussi. Ça sera à tester, mais je me rends compte que les sweet spots à intervalles très longs, c'est ce qu'on peut voir vraiment chez les Norvégiens, chez l'exemple de Niels van der Poel par exemple, qui vont faire quand même des intervalles très longs. Et je me demande si ouais, c'est pas à partir d'un certain niveau, peut-être qu'on aurait plus intérêt à faire des intervalles très longs, plutôt que des intervalles assez courts. On a déjà presque maximisé les gains qu'on pouvait avoir avec des intervalles courts, et on est obligé d'aller chercher plus long. Donc, Paul,
Voilà, si tu nous disais dans une précédente question que tu avais commencé le vélo récemment, peut-être que pour toi, du coup, travailler avec ça, avec des pics PMA, ça sera très bien aussi. Donc je suis désolé, on n'a pas de réponse extrêmement stricte à te donner sur qu'est-ce que tu dois faire. Essaye, mesure, teste, et puis bah, tu vois ce qui te permet le plus de progresser. Ouais, après, quand on débute le vélo, finalement, la différence, elle va pas se faire à ce niveau-là, elle va se faire plutôt comment on agence sa semaine d'entraînement, avoir la bonne dose d'endurance, surtout ne pas abuser des intensités, mais en faire quand même, bien surveiller son niveau de fatigue, et c'est plus là-dessus que de toute façon la différence se fera, même très clairement. Ouais, l'augmentation du volume, là, on a vu que c'était déjà quelque chose que tu avais fait, augmenter le volume. Voilà, clairement, je pense que continue dans cette voie. Et puis après, tu pourras te questionner plus en détail sur les exos. Mais déjà, ouais, augmenter le volume, bien respecter sa répartition des intensités, c'est déjà bien. Ouais, ouais. Ouais, c'était une question pas facile. On finit, on a une dernière question. Et puis bah voilà, mettez-nous vos questions dans le chat si jamais vous en avez avant qu'on s'arrête. Ça va bientôt faire 1 heure, je pense qu'on a commencé. Ouais, une dernière question euh, sur toutes les métriques des logiciels, notamment comment les interpréter, comment analyser les ratios que nous propose Training Peaks, intervalles, comme le découplage, le ratio puissance puissance FC en zone 2 d'efficacité. À partir de quel niveau on peut estimer que la base foncière est acquise? Est-ce que tu as un avis, Rémi? Alors là, non, j'ai pas forcément d'avis. Je connais ces métriques. J'ai déjà entendu des choses, j'ai déjà lu des choses. Je les ai pas nécessairement retenues. Je sais que voilà, certains entraîneurs travaillent avec des ratios spécifiques où on va dire à partir de tel ratio, c'est que la base foncière n'est pas encore acquise ou qu'elle est acquise au contraire. Mais moi, je les utilise pas en routine, donc je vais avoir du mal à répondre à cette question. Je pense que Maxime, enfin certainement Ouais, aurait pu ouais, répondre à ça. ouais, c'est possible. C'est possible parce que moi non plus, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise vu que j'ai une approche vraiment physio avec des tests et voilà, typiquement plutôt basé sur des tests plutôt que des ratios. Les ratios, ça, voilà, ça peut être intéressant, mais ça dépend. J'y jette un œil quand même à tout ça, un ratio puissance FC notamment, le découplage. Voilà, j'y jette un œil, j'aime bien regarder les tendances. Typiquement, moi, ce que je peux faire, c'est taguer les sorties d'endurance ou les sorties en tout cas où on a eu pas de bug de FC, où voilà, clairement il y a eu les données à son propre. J'essaie de les taguer sur intervalle, ou comme ça après je peux comparer toutes les sorties qui ont été taguées et voir les tendances long terme, ça c'est intéressant. Je guide pas tout l'entraînement là-dessus, mais ça reste un petit indicateur en plus avec tous les autres indicateurs qu'on a. Et, euh, et à la fin, ouais, sur le long terme, ça peut être intéressant, quoi. Au court terme, bah, tout ce qui est basé sur la fréquence cardiaque, quand même, c'est limité. Il y a beaucoup de risques de biais avec voilà, la fréquence cardiaque peut être influencée par beaucoup de choses. Donc à court terme, c'est pas très intéressant, mais sur très long terme, à l'échelle de plusieurs mois, ça peut être des bons indicateurs de progression. Non, moi, ça marche, Mathieu. Je retiens que tu peux taguer des séances sur intervals, donc je note ça. Je pense que c'est très intéressant pour effectivement le suivi, notamment des métriques en endurance. Enfin, voilà, ça c'est un petit mémo que je me mets pour moi. Yes. On va pouvoir s'arrêter là-dessus, je pense. Et voilà, on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire questions-réponses. On a eu voilà, beaucoup de questions, donc c'est cool. C'est cool. Voilà, je pense qu'on le refera. Et puis bon, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie de ma formation sur la nutrition de l'effort. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Il y a eu beaucoup de travail derrière et je pense que ça peut vraiment être intéressant pour vous pour améliorer ce côté, ce facteur de performance, clairement, je pense. Donc voilà, j'ai hâte et puis à bientôt. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée.